Sabah al-Nour, salam alaikum, bonjour à tous. Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, chers consoeurs, chers confrères, honorable assistance, c'est un plaisir pour nous de vous accueillir dans cette session qui a été préparée par le Conseil de l'Ordre des pharmaciens, fabricants et répartiteurs, avec bien sûr l'aide des membres du comité scientifique. Et nous proposons pour vous 3 thématiques qui sont d'actualité. La première, c'est sur l'harmonisation des textes relatifs aux médicaments et à la pharmacie. Les 2 autres, une sur l'installation, les challenges concernant l'installation d'une industrie pharmaceutique en Afrique, et la 3e sur le circuit de distribution des médicaments en Afrique. Ces 3 thématiques ont une relation directe ou indirecte avec la thématique principale du forum, qui est la qualité et la sécurité de l'acte pharmaceutique et de biologie médicale. Donc, nous avons des modérateurs que je remercie infiniment et qui ont travaillé et préparé ces 2 sessions. Donc, après cette session, il y aura des recommandations qu'on va formuler. Donc, n'hésitez pas à participer avec nous et à nous faire part de vos remarques. Et je vous dis bonne session. La parole est au modérateur. Ok, c'est bon. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre présence à cette séance du samedi 6 juillet relative à l'harmonisation des textes et relative aux médicaments et à la pharmacie, enjeux et impact sur le continent africain. Tout d'abord, permettez-moi de remercier l'ensemble des autorités marocaines pour avoir accepté abriter ce 20e forum pharmaceutique international à Marrakech, mais aussi à l'ensemble du comité d'organisation et l'ensemble des pharmaciens pour nous avoir invités à ce prestigieux événement, et la qualité de l'accueil et surtout de l'organisation. Sans tarder, nous allons au sujet qui concerne l'harmonisation des textes relatifs aux médicaments et à la pharmacie, enjeux et impact sur le continent africain. Nous rappelons par ailleurs que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples est réaffirmée à son article 16, le droit à la santé. Et ce droit à la santé ne peut être garanti sans la disponibilité et l'accès à des médicaments de qualité, d'innocuité et d'efficacité. Droits et devoirs, droits des États, des communautés sous-régionales ou régionales de garantir aux citoyens la disponibilité des médicaments de qualité, de sécurité et d'efficacité grâce au système réglementaire et rigoureux répondant aux standards. C'est à partir de là que beaucoup de rencontres ont été organisées et beaucoup de sessions ont été faites. Je peux citer la création en 2009 de l'AMRH. Ensuite, il y a eu des rencontres en 2012 au plus haut niveau qui ont concerné l'adoption d'une feuille de route soulignant la nécessité d'accélérer et de renforcer les initiatives d'harmonisation régionale en passant par la création de l'organisme dont j'ai cité et en 2016 à l'adoption de la loi type de l'Union africaine par les chefs d'État et de gouvernement pour une adoption nationale en vue de la création d'un environnement réglementaire harmonieux sur le continent. Et ceci devait déboucher par la création d'une agence africaine de médicaments. Donc sur ce, je ne serai pas long. Je vais remettre la parole à mon co-modérateur, le professeur Rachid Lamri, pour la suite des débats. Mais permettez-moi encore une fois de plus de remercier nos éminents présentateurs qui sont là, qui vont nous faire une présentation pour nous planter le décor de ce qui a été fait et de ce qu'il reste à faire. Merci bien. Monsieur Lamri, vous avez la parole. Rachid. Merci, Dr Ouad. J'ai le plaisir de commodérer cette session avec vous. D'abord, mes remerciements les plus vifs aux organisateurs de cette 20e édition du FPI qui est réussie, et à leur tête le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Maroc et aussi le Conseil de l'Ordre des pharmaciens fabricants répartiteurs pour la session qui nous concerne, et particulièrement notre chère présidente Fatima El Hamoudi. Je félicite aussi le comité scientifique pour le choix de l'ensemble des thématiques. J'en fais partie de ce comité. Je sais combien
Ce comité a travaillé d'arrache-pied depuis plus de 3 mois avec des réunions régulières, avec des challenges, avec plein de sujets qui font qu'aujourd'hui, les thématiques choisies répondent vraiment aux attentes des pharmaciens africains. Et puis, je remercie nos invités, conférenciers, panélistes qui ont accepté de venir, malgré leurs agendas, de venir ici à Marrakech, débattre d'une thématique qui nous est très très chère, nous, pharmaciens africains, qu'on soit dans l'industrie, qu'on soit dans la répartition, qu'on soit au niveau des autorités, qu'on soit au niveau de l'officine. C'est très important de parler de comment travailler ensemble, de comment harmoniser et de comment faire en sorte qu'on profite des expériences des uns et des autres, d'où la thématique que nous avons choisie. Depuis tout jeune ou tout petit au sens pharmacien, c'est-à-dire étudiant en pharmacie, on commence à nous parler du médicament. On nous dit que ce n'est pas un produit comme les autres, c'est très clair. Après, on le confirme au fur et à mesure qu'on avance dans nos études. Les 3 prérequis qui ne sont pas négociables, on les connaît, qualité, efficacité, sécurité, parce qu'on s'adresse à un patient, très souvent à un malade, et ces prérequis nécessitent un cadre juridique, un cadre réglementaire qui ne peut être que très élevé et en allant vers le risque zéro, ce qui donne encore qui met plus de pression pour que ce cadre juridique, que cette réglementation soit vraiment adaptée. D'où notre sujet d'aujourd'hui. Notre sujet d'aujourd'hui, il est encore plus important parce que nous sommes dans un continent qui a besoin de travailler la main de la main, qui a besoin d'avoir une réglementation harmonisée, qui a besoin de mutualiser ses ressources qui ne sont pas énormes, qui a besoin de mutualiser ses expertises, qui a besoin de faire en sorte que si un pays constitue un pôle d'excellence dans un domaine donné, dans les génériques, dans la biotech, dans les études cliniques, dans les vaccins, qu'il fasse profiter les autres régions du continent. Il est évident qu'il y a d'autres régions qui nous ont devancés. Au niveau international, avec la mondialisation, il y a d'abord, quand on parle d'harmonisation, on ne peut pas ne pas citer les ICH, la conférence internationale d'harmonisation, qui est un souci, je dirais, mondial, puisque le souci d'avoir un médicament de qualité partout dans le monde est un souci de l'Organisation mondiale de la santé. On peut bénéficier d'autres expériences comme l'Europe, par exemple, où il y a une agence européenne du médicament qui délivre une seule AMM pour l'ensemble des pays européens. Et quand on revient à l'Afrique, il est évident qu'il faut qu'on s'adapte aussi à nos réalités. Il faut qu'on s'adapte qu'on fasse une harmonisation. Bien sûr qu'on bénéficie des expériences de ceux qui nous sont devancés, mais qu'on ne fasse pas la bêtise ou l'erreur de faire du copier-coller, parce que nous ne sommes pas l'Europe, nous ne sommes pas l'Amérique. Au moins qu'on fasse du copier adapté, ou en tout cas qu'on intègre nos réalités. Nos réalités en Afrique, c'est la contrefaçon, c'est les ressources limitées, c'est l'accès aux soins très limité, c'est les difficultés d'approvisionnement, c'est la supply chain. Nous avons, pour porter, par exemple, distribuer des médicaments chaîne du froid, nous avons des réalités qui font qu'on doit adapter nos réglementations, adapter notre acte pharmaceutique. Donc, sans plus tarder, comme vous avez vu dans le programme, nous allons avoir le plaisir d'écouter la conférence du professeur Jamal Taoufik, directeur du médicament et de la pharmacie au Maroc. Après, nous allons écouter le professeur Ouattara, qui va partager avec nous l'expérience de la Côte d'Ivoire. Et nous allons avoir après un débat entre panélistes, que je remercie également. Monsieur Reda Ammar, directeur des professions réglementées, qui est notre tutelle au niveau du Maroc pour la partie juridique et réglementaire, qui va nous expliquer, parce que c'est vrai, assez souvent, nous sommes des techniciens, on connaît le métier, on connaît les faits, on connaît les BPF, on connaît les réglementations des AMM, mais on ne sait pas toujours comment implémenter tout ça sur le plan juridique, et une harmonisation nécessite aussi une assise juridique, et M. Reda Ammar va nous faire profiter de son expérience à ce niveau. Nous avons aussi le plaisir d'avoir le docteur Oukouya qui va partager avec nous l'expérience du Congo-Brazzaville, et nous avons le plaisir également d'avoir le docteur Fadel, directeur de la pharmacie et des laboratoires en Mauritanie, qui de la même manière va partager avec nous son expérience avant qu'on ouvre le débat, sachant que je sais que dans la salle nous avons d'éminents participants, experts, spécialistes dans le domaine qui prendront également la parole pour qu'on s'échange tous les bonnes idées, les bonnes informations, les bonnes recommandations. Après, on va faire des recommandations
qui feront partie des recommandations de la 20e édition du FPI. Sans plus tarder, je donne la parole au professeur Jamal Tawfiq pour faire une présentation en rapport avec l'expérience marocaine. Merci, professeur. Merci, chers consoeurs, chers confrères, mesdames, messieurs. J'ai coutume de débuter mes interventions quand je retrouve des pharmaciens en disant que je suis heureux de les retrouver parce que quand je suis avec des pharmaciens, je suis dans ma famille. Alors cette parole prend un relief particulier aujourd'hui parce que j'ai eu la fierté de retrouver beaucoup de mes étudiants, de mes anciens étudiants qui ont fait de belles carrières et je suis fier d'eux. Et vraiment, je le dis, j'ai eu beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté de les retrouver. Alors si vous me permettez, je vais peut-être céder un petit caprice. Je vais demander à mes étudiants de se lever, quelle que soit leur nationalité, pour voir s'ils sont nombreux. Eh ben, ça fait pratiquement la moitié de la salle. Je suis fier de vous. Merci. Il n'y aura pas de débat, donc s'il y a un vote, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Merci. Donc on m'a demandé de vous introduire ce sujet de l'harmonisation des réglementations pharmaceutiques. Et donc, est-ce que ça marche? Ça marche. Très bien, parfait. Alors, comme tout le secteur pharmaceutique, on a pu, jeudi, en se retrouvant entre autorités du médicament au niveau africain, discuter un petit peu de la situation de nos différents pays et on s'est aperçu, c'était prévisible, que la situation dans nos pays est très hétérogène. Donc, il y a des niveaux d'évolution qui sont très différents, il y a des réglementations qui sont très différentes, donc des situations vraiment très hétérogènes. Et bien sûr, ceci a poussé au niveau africain, mais avant, dans d'autres continents et autres pays, à une nécessité d'harmonisation. Donc, et chez nous, en Afrique, l'harmonisation est aussi en cours. Alors, comme je vous l'ai dit, l'harmonisation n'est pas quelque chose de nouveau, puisque nous ont précédé les grands blocs. Et les grands blocs, c'était, il y a quelques années, le gros marché des États-Unis, le gros marché européen et le gros marché japonais. Bon, depuis, ont émergé d'autres géants, la Chine, l'Inde notamment, mais ces trois-là ont décidé d'harmoniser entre eux, d'harmoniser les règles, d'avoir des règles communes, et c'est ce qui a donné naissance à l'ICH qu'a cité Silmerini tout à l'heure. Alors donc, pour vous parler un petit peu de cette harmonisation, je vais vous parler dans un premier temps de la réglementation pharmaceutique. Pourquoi une réglementation pharmaceutique? Pourquoi harmoniser? Ensuite, harmoniser, qu'est-ce que c'est? Enfin, je vous donnerai quelques exemples. Alors, je vous prie d'être indulgent parce que ma présentation, je l'ai faite ce matin à 5 heures, parce que Silmerini m'a rappelé qu'il m'avait envoyé un mail il y a quelque temps me disant que j'avais 20 minutes pour vous traiter le sujet, et je l'ai complètement oublié, je m'en excuse, c'est peut-être l'âge. C'est les premiers symptômes de la maladie que je ne voudrais pas nommer, peut-être. Alors, pourquoi une réglementation pharmaceutique? D'abord, la réglementation pharmaceutique, elle est destinée à légiférer, à organiser ce secteur qui est sensible, ce secteur qui est stratégique, et pour lui permettre de remplir ses fonctions. Et si on peut résumer ses fonctions, c'est ce que doit faire toute politique du médicament, c'est mettre à disposition de nos patients un produit de qualité, sûr, efficace, et il faut que nous veillions, nous, en tant qu'autorité, à ce qu'il soit accessible, disponible, et qu'il en soit fait un usage sûr et rationnel. Donc, toute cette réglementation a pour objectif de concourir à atteindre ces objectifs. Alors, la réglementation aussi va être destinée à organiser le secteur, à organiser les produits qui font marcher ce secteur et à organiser le circuit de ces produits. Donc, la réglementation va parler d'autorisation, va parler de normes,
va parler de règlement, de contrôle, d'organisation qui vont toucher les produits eux-mêmes. Alors les produits eux-mêmes, généralement, on se concentre d'abord sur le médicament, mais dans les produits de santé, les dispositifs médicaux ne sont pas loin, ils sont aussi importants que les médicaments. Je donne toujours l'exemple de la seringue qui sert à injecter un produit injectable. La seringue est aussi importante du point de vue qualité que le produit qu'elle injecte. Donc, il faut que nous prenions en compte aussi les dispositifs médicaux. Et selon les pays, on peut y rajouter les réactifs, les compléments alimentaires, les produits de diététique, la cosmétique, etc. Ensuite, les intervenants. Il faut qu'on réglemente tout ça. Alors les intervenants, ça va de l'amont, c'est-à-dire des fabricants, des importateurs, des distributeurs, grossistes et des dispensateurs jusqu'à la pharmacie d'officine. Donc, et pour tout cela, il faut que nous parlions de conditions d'exercice, il faut que nous parlions de règles d'exercice, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quand est-ce qu'on peut faire, etc. Donc tout ça, la réglementation doit le préciser. Enfin, la réglementation précise des choses comme les normes de qualité, comment contrôler, comment inspecter pour veiller à ce que toutes les choses se fassent selon les règles. Donc voilà l'objet de la réglementation. Maintenant, pourquoi harmoniser? D'abord, comme je vous l'ai dit, il y a une très grande hétérogénéité entre les pays. Et puis, le premier souci, il ne faut pas se faire d'illusions, ce n'est ni la qualité ni la sécurité. Le premier souci, c'est de faire de l'argent, c'est de faire des affaires. Et donc, si les gros États-Unis, Japon et Europe ont commencé à harmoniser, c'est pour faciliter les échanges entre eux, c'est pour créer de la richesse, c'est pour avoir des points de croissance en plus, c'est de créer des zones d'échange et d'économiser sur les contrôles. Parce que quand un produit est bien contrôlé selon des normes dans un pays, il est stupide et ridicule et peu efficient de refaire tous ces contrôles dans un autre pays. C'est une perte de temps, une perte d'argent et généralement, les opérateurs économiques n'aiment perdre ni leur temps ni leur argent. Donc, c'est d'abord des soucis économiques qui ont poussé à mettre en place cette harmonisation. Ensuite, plus spécifiquement pour nous, c'est contribuer à remplir et à atteindre les objectifs de santé publique, c'est-à-dire améliorer l'accès aux produits, mieux contrôler ces médicaments, contrôler plus efficacement les produits, contrôler, utiliser plus rationnellement les ressources disponibles et faciliter donc la mise sur le marché des produits pharmaceutiques. Harmoniser, qu'est-ce que c'est? Alors, je vous ai trouvé une définition. L'harmonisation, c'est l'adoption de mesures en vue de disposer de procédures communes dans le domaine pharmaceutique et dans le domaine du médicament en particulier. Donc, c'est parler le même langage. Alors, l'harmonisation est un processus que les États qui s'y engagent utilisent pour améliorer l'accessibilité, la disponibilité et la libre circulation de médicaments de qualité dans un espace donné. Donc, c'est mettre en commun des règles pour faciliter les choses et pour sécuriser un marché. Alors, je vous ai pris le cas de l'Union monétaire ouest-africaine qui regroupe 7 pays francophones et un pays lusophone ou hispanophone d'Afrique de l'Ouest. Et donc, dans les comptes rendus, ils ont dit que l'harmonisation, c'était la nécessité pour les États membres d'améliorer l'accès des populations aux médicaments de qualité, d'utiliser rationnellement les ressources, de développer un système d'information et des échanges en vue d'améliorer l'application de la réglementation pharmaceutique. Alors c'est un exemple et ça date de 2005, donc nos amis ouest-africains ont pris de l'avance dans ce domaine. Alors pourquoi harmoniser? C'est que dans cette zone et dans d'autres zones en Afrique, pas seulement celle-là, il y a de sérieux problèmes de santé publique. D'abord, des problèmes de disponibilité et d'accessibilité pour des produits sûrs, efficaces et de bonne qualité. Ces problèmes sont généraux, mais les approches sont différentes, comme je vous l'ai expliqué. Chaque pays a des solutions et le fait d'aller en ordre dispersé n'est jamais bon. Il vaut mieux se concerter. Donc, en plus, pris isolément, tous ces pays ont des faiblesses parce qu'il y a une insuffisance souvent au niveau des politiques pharmaceutiques, quand elles existent. Il y a une insuffisance
au point de vue réglementaire et au point de vue législatif, et il y a des déficits, c'est normal, un pays ne peut pas affronter seul, on n'a pas, nous, Africains, les moyens pour affronter seul ce domaine, et donc il y a des déficits au niveau de l'infrastructure, au niveau des ressources humaines, matérielles et financières. Et donc cette union, j'ai pris cet exemple, en 2005, a adopté un règlement relatif à l'harmonisation des réglementations pharmaceutiques, et ils ont créé une cellule pour la réglementation, pour l'harmonisation de la réglementation et la coopération pharmaceutique. Et donc cette cellule avait pour mission de promouvoir l'harmonisation, d'harmoniser les normes, les standards, les réglementations, et donc elle a fait beaucoup de chemin. Je vous ai cité quelques-unes des choses qu'elle a mis au point, qu'elle a produites, donc un référentiel pour l'harmonisation, un guide de bonnes pratiques de fabrication et d'audit, donc pour l'inspection, un guide de bonnes pratiques de distribution, etc. Je vous laisse lire. Donc, ils ont fait beaucoup de chemin, et tout ceci pour essayer de sécuriser ce marché où, malheureusement, il y a beaucoup de problèmes de médicaments de qualité inférieure qui viennent d'ailleurs de pays tiers, pas forcément de leur zone, mais c'est déjà un bel exemple d'intégration régionale. Deuxième exemple que je voulais vous donner, c'est l'exemple de la CEDEAO, et donc la CEDEAO aussi, qui est un peu plus large parce qu'elle englobe un certain nombre de pays anglophones, notamment le géant Nigeria, mais aussi le Ghana, qui est un pays très avancé dans ce domaine. Et là aussi, ça a permis d'avancer. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait deux philosophies. Les anglophones d'un côté, dans lesquels, qui sont, il faut le reconnaître en tant que francophones, sont beaucoup plus en avance que nous, francophones. Les anglophones sont en avance parce qu'ils ont pris l'initiative très tôt de créer des agences indépendantes, des structures indépendantes ou semi-autonomes pour gérer tous ces problèmes. Alors que les francophones et les lusophones sont souvent, ont créé des émirats un petit peu dans leur système, et chacun a son petit territoire qu'il défend. Il y a un laboratoire d'un côté, il y a une direction de l'autre, il y a une inspection dans un troisième coin, il y a la vigilance dans un autre coin, etc. Et souvent, ça donne lieu à des guerres de chefs, et c'est jamais bon, parce que pendant que les chefs se disputent, eh bien, les bandits, eux, continuent à sévir et à trafiquer. Et donc, dans cette sous-région qui est donc élargie aux pays anglophones, il y a beaucoup de problèmes. Et là aussi, parce que quand vous amenez un géant comme le Nigeria avec ses presque 200 ou un peu plus de 200 millions d'habitants, ça pose des problèmes. Il y a des frontières communes et donc c'est favorable à tous les trafics. En plus, c'est une zone qui est fortement dépendante des importations de l'étranger. Et qui dit importation, quand on n'a pas les moyens de contrôler, il y a beaucoup de soucis de qualité. Et donc, véritablement, au niveau de cette zone, il fallait harmoniser et les choses sont en cours. Il y a également un exemple qui est l'exemple panafricain. Là, c'est un niveau supérieur. Et dans le cadre du NEPAD et dans le cadre de cette agence du médicament africain qui est en cours de gestation, dont les statuts sont déjà constitués et que les pays sont en train de ratifier. Dans l'exemple de ce NEPAD, là, les choses sont un petit peu différentes parce que le NEPAD a fonctionné par région. Et donc, il y a l'Afrique australe, il y a l'Afrique orientale, il y a l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, il y a l'Afrique du Nord. Et puis, chaque région a commencé à travailler à une harmonisation. Les choses vont bon train. L'harmonisation est en marche en Afrique. Et je vais vous dire, paradoxalement, l'une des régions qui est les plus en avance au point de vue réglementaire, au point de vue qualité, au point de vue contrôle, industrie, etc., l'Afrique du Nord, c'est la région la plus en retard à ce niveau-là, au niveau de l'intégration. Tout simplement parce qu'elle subit le contre-coup des problèmes politiques. Et on ne devrait jamais faire ça parce que des pharmaciens parlent le même langage. Les politiciens, peut-être pas, ils se tournent le dos, mais les pharmaciens, moi, quand je discute avec un pharmacien, quelle que soit sa religion, sa couleur, sa nationalité ou sa tendance politique, on parle
le même langage. On n'a pas besoin d'harmonisation. On a ce langage, on l'a appris donc sur les bancs de l'université. Donc, le NEPAD aussi est en train de faire de gros efforts. Et donc, la prochaine étape, ça va être cette agence du médicament qui est en train d'être ratifiée progressivement par les différents pays. Alors, dans ce cadre, au mois de février, fin février dernier, on a reçu au Maroc, dans ce lieu même, les 37 laboratoires de contrôle africains, donc dans le cadre du NEPAD et dans le cadre de cette harmonisation africaine, pour qu'on puisse parler le même langage. Alors le Maroc, j'ouvre cette petite parenthèse chauvine, le Maroc est tout à fait ouvert et disposé, et nous sommes en train de collaborer avec 4 pays amis, frères, pour essayer de partager notre expérience et d'essayer de les aider à monter leur laboratoire de contrôle. Et donc, c'est un exemple aussi d'harmonisation, c'est un exemple aussi de partage. Et nous devons être dans le partage scientifique, dans le partage réglementaire. Nous ne devons pas être égoïstes, chacun dans son coin, parce que ce n'est pas productif. Prenons exemple de ceux qui sont au nord. Si je regarde l'Europe, c'est plusieurs religions, c'est des années de guerre, des siècles de guerre, des millions de morts. Nous, souvent, on n'a pas ça entre nous. Et pourtant, on n'arrive pas à s'entendre. C'est quand même assez curieux. Alors, l'Agence africaine du médicament, comme je vous l'ai expliqué, elle est en cours d'installation. Bon, c'est une agence qui n'a pas la prétention de remplacer les autorités nationales ni locales, mais c'est un très bon outil pour l'harmonisation. Et ça colle parfaitement avec ce qui est en cours actuellement. Et vous le savez, notamment, il y a la réunion actuellement au Niger de l'Union africaine qui parle d'un sujet d'actualité très important qui est le marché commun africain, la zone de libre-échange. Et c'est une zone de libre-échange qui va être bénéfique pour tout le monde parce que dès qu'on va la signer, dès que les choses vont être mises en place, c'est plusieurs points de croissance pour chaque pays tous les ans. Et donc c'est bénéfique pour tout le monde. Et ça permettra aussi d'améliorer notre niveau à tous en faisant que les meilleurs tirent ceux qui sont moins bien pour que tout le monde puisse bénéficier de la prospérité. Aucun pays ne peut être prospère tout seul. Personne ne peut être prospère tout seul. Il vaut mieux avoir un îlot, une oasis de prospérité pour que tout le monde en profite. Parce que si mes voisins sont riches, je m'enrichirai. Si mes voisins sont misérables et pauvres, je ne pourrai pas avancer. Donc c'est comme ça qu'il faut raisonner. Il ne faut pas être égoïste. Donc je vous ai parlé des objectifs de l'AMA. C'est l'harmonisation, c'est la mise en place d'un certain nombre de choses communes. Et le dernier jalon, modestement, que nous avons posé en tant que DMP, donc jeudi, entre nous, et je suis fier de l'annoncer, et mes amis sont aussi fiers que moi, c'est que nous avons créé une structure qui est l'Association des autorités nationales de régulation pharmaceutique, jeudi. Et donc cette association maintenant a un bureau. Nous allons nous réunir à l'automne prochain pour avancer sur les statuts, sur le règlement intérieur, etc. et mettre en place des choses communes. Ça aussi, c'est notre manière de nous harmoniser et de nous rapprocher. Et je voulais le souligner et je vous demande d'applaudir très fort mes collègues. Et finalement, si on fait tout ça, c'est pour un objectif qui est l'objectif de tout pharmacien. Si on est né, et si on existe, ça devrait être que pour cela déjà, c'est assurer la sécurité des citoyens. J'ai oublié un S à citoyen, vous l'avez relevé, vis-à-vis des produits de santé, mais vous m'en excuserez, comme je vous ai dit, j'ai commencé ce matin très tôt, je n'avais pas encore les idées très claires, et je vous remercie. Merci, professeur Taoufir, pour cette brillante présentation. Mais nous avons l'habitude. Donc, après, on reprendra les discussions sans plus tarder. Et pour le professeur Taoufik a mis 20 minutes exactement parce que j'ai comptabilisé. C'est un professeur, c'est normal, il sait se tenir aux horaires. Et je sais que le professeur Ouattara fera de même, que je remercie. Et je lui donne la parole pour partager avec nous l'expérience ivoirienne. Mais je suis un peu
intimidé. Après le professeur, je ne sais plus ce que je vais dire parce qu'il a déjà tout balayé. Qu'est-ce qu'on va dire encore sur l'harmonisation? Et je disais tout à l'heure à mon ami Rachid, j'ai dit heureusement que j'ai eu le nez creux. Au petit matin, je me suis dit, il ne faut pas trop parler de l'harmonisation des zones. Je suis sûr que le professeur va en parler. Ouattara, si tu me permets, Oui. pour la petite histoire, il y a quelqu'un, un jour, on m'a donné à faire une petite introduction, et quand il est monté après moi, au pupitre, il leur a dit eh, qu'est-ce que vous voulez, comment voulez-vous que je chante après la calasse? Non, mais je sais, Ouattara, que tu vas dire de bonnes choses. C'est exactement ça. J'ai confiance. Merci beaucoup. Alors, le sujet, lorsque on m'a proposé le sujet, je me suis dit, c'est tellement évident, l'harmonisation des réglementations pharmaceutiques, c'est tellement évident qu'on doit aller vers l'harmonisation, mais que dire? Donc, j'ai essayé ici dans ma communication d'insister plutôt sur les enjeux. Pourquoi il faut harmoniser? Si on harmonise, quels seraient les impacts? Quels sont les risques? Il y a aussi des risques dans l'harmonisation. Et in fine, à quoi ça va servir à la fin cette harmonisation? Donc voilà pourquoi je voulais vous proposer ce plan-là. Déjà, planter le décor, le professeur l'a déjà planté, hein, les définitions sont là, la nécessité de l'harmonisation, d'où on vient, l'ICH, l'origine, le volet commercial qui a prédominé avant le volet santé. Je vais insister sur les enjeux de cette réglementation, de cette nécessité d'harmoniser les règles en Afrique, les obstacles et les dérives possibles, et les initiatives en cours, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais prendre l'exemple le plus palpant que le professeur a parlé de tout à l'heure du NEPAD, où on en est, où on va, et finaliser ma conférence par un exemple d'harmonisation qu'on a fait récemment à Abidjan, relatif à l'industrialisation. Vous voyez, l'harmonisation, en fait, ça permet d'attaquer tous les domaines. Voilà, sans plus tarder, on est tous d'accord que pour la protection de la santé, il faut forcément insérer une sécurité sanitaire. Et ça dépend largement de l'organisation du marché pharmaceutique. Et de la création du marché pharmaceutique qu'on veut faire, le marché commun. D'où la nécessité d'une harmonisation des réglementations pharmaceutiques. C'est pour cela que cette harmonisation en Afrique est devenue un objectif indispensable qu'il faut atteindre. Alors, vous le savez, on ne peut pas faire une intégration économique sans la santé. On le dit toujours, la santé est la base essentielle du développement économique harmonieux. Le capital humain, vous le savez, c'est le plus important, disait Jean-Paul Badeau. Alors, à part de là, on a constaté qu'il y avait beaucoup de mouvements dans le monde pour aller vers l'harmonisation. Le professeur l'a dit tout à l'heure. À l'origine, c'était le groupe ICH, les trois grands. D'abord, c'était les États-Unis et le Japon qui ont commencé à batailler pour avoir le marché du médicament. Ensuite, l'Europe aussi a durci ses règles et s'est inclus, ainsi de suite. Et on constatera que jusqu'à ce jour, c'est très rare de voir un pays en développement dans le groupe ICH. Ils n'ont même pas le droit de vote. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que c'est pour un marché bien protégé. La question qu'on peut se poser alors, quelle est l'influence de l'harmonisation des réglementations pharmaceutiques sur notre système de santé et de façon générale sur notre économie? Parce que je ne vais pas dissocier l'harmonisation pharmaceutique de l'économie et du marché. Je ne vais jamais le faire parce que tout est lié. C'est pour cela qu'on veut harmoniser. C'est pour l'économie, c'est pour le marché, c'est pour le business. Donc, dès lors qu'on va identifier ces enjeux, on comprendra l'importance de son impact si on atteint l'objectif. L'un des premiers enjeux, on le sait, hein, depuis la pharmacie, le médicament, ce n'est pas un produit simple, ce n'est pas une marchandise, c'est un bien public, c'est une très forte valeur sociale et sanitaire, évidemment. Et dans nos économies, dans nos systèmes de santé en Afrique subsaharienne, ça représente à peu près 40 à 50% du panier des soins. Donc c'est très, très, très important, le médicament. On comprend pourquoi il faut vraiment des règles strictes
pour encadrer le médicament. Alors, l'autre enjeu, c'est celui que l'OMS, c'est le triple milliard de l'OMS. C'est les couvertures sanitaires universelles. Comment allons-nous donner cette couverture sanitaire universelle à 1 milliard d'individus supplémentaires si on n'a pas de quoi produire des médicaments de qualité sûre, si on n'a pas un système qui nous permet d'atteindre ces objectifs? Voilà les enjeux. Et notre enjeu, mais c'est toute politique pharmaceutique, on est obligé de garantir à l'ensemble de nos populations l'accès et la disponibilité à des médicaments de qualité. Et j'ai toujours ajouté, pour soutenir durablement la croissance et le développement du pays. Il faut que nos politiques comprennent qu'on ne vient pas pour faire une harmonisation parce que ça nous arrange, c'est pour 2-3 jours. Non, c'est pour la durée. C'est l'essence, ça soutient toute une économie, ça permet de mettre toute une économie en place. Donc, il faut vraiment un système pharmaceutique très, très, très performant et efficace. Alors, j'ai essayé d'énumérer 5 nécessités pour avoir un système pharmaceutique. Donc, vous voyez que je commence toujours par l'économie. Il faut qu'on s'adapte à la croissance économique, aux enjeux de doing business. Ça, c'est comme ça. Il faut que ça marche. Il faut s'adapter aux exigences administratives et opérationnelles de l'économie moderne, notamment celle du secteur pharmaceutique. Vous en convenez avec moi, les DPM ne peuvent plus fonctionner, ne sont plus efficaces dans ce temps moderne qu'on a. On n'arrive même pas à juguler, à surveiller notre marché. Donc il faut passer à des structures beaucoup plus fortes, plus autonomes, pour contrer ces défis du secteur pharmaceutique. Il faut nécessairement axer la gestion pharmaceutique sur le contrat de performance, c'est-à-dire faire autrement que les DPM. Tout ce que les DPM ont fait avant, qui n'ont pas marché, il faut s'en débarrasser. Il faut adopter une nouvelle méthodologie. J'aime bien l'esprit anglophone et c'est ça qui marche en fait. Toutes ces exigences-là, c'est comme ça et c'est ce qu'ils appliquent. Il faut adopter les principes de bonne gouvernance parce que sans transparence, vous ne pouvez jamais assainir votre marché, vous n'allez jamais attirer des investisseurs, vous n'allez jamais vous développer. Donc les principes de bonne gouvernance sont une des premières clés pour se développer. Et enfin, il faut endiguer les fléaux de santé publique et du secteur de la pharmaceutique. L'un des premiers fléaux que je vais vous montrer, c'est justement la problématique mère-enfant. Et c'est assez criard en Afrique subsaharienne. La mortalité mère-enfant est tellement élevée que c'est déplorable et toutes les économies, toutes les énergies, toutes les problématiques de santé vont vers l'amélioration de la santé mère-enfant. Oui, c'est un enjeu. C'est un enjeu pour l'harmonisation. Parce que comment on va mettre à la disposition de ce couple vulnérable les produits de santé nécessaires? Il y a également la grosse problématique actuelle. On n'a plus d'anti-infectieux, professeur. Comment on va faire? C'est catastrophique. Les résistances ont fait qu'il n'y a plus d'anti-infectieux encore valables. Je me rappelle, tout récemment, on a même isolé un germe qui est résistant à tous les anti-infectieux, à tous les antibiotiques. Demain, on va se soigner avec quoi? Ça va être catastrophique. Voilà encore un autre enjeu de l'harmonisation. Il y a évidemment le phénomène des faux médicaments, qui sont, pour moi, il faut le dire, ce sont des actes d'empoisonnement direct de nos populations. Alors il faut les traiter en tant que tels. C'est criminel, purement criminel. Ce sera sans concession. On ne peut pas empoisonner la population au nom de dire « Ah, parce que je veux faire du business ». Non, c'est de l'empoisonnement, donc on doit être traité en tant que criminel. Il faut combattre ce phénomène-là aussi. Alors, il faut le nouveau phénomène qui est l'e-commerce, qui nous échappe, il faut réglementer. Voilà, j'ai essayé pêle-mêle de donner beaucoup d'enjeux et ce schéma-là essaie de regrouper que la vie du médicament, ce n'est pas facile à tous les niveaux. On essaie de tricher. Il y a des cartels, il y a des conflits d'intérêts, il y a tout est là. Ça, c'est un truc de l'OMS que j'ai piqué pour justifier un peu que ce n'est pas facile. Si on n'harmonise pas, si on n'a pas une réglementation pharmaceutique rigoureuse, on est soumis à tous ces aléas-là. Alors, l'autre enjeu
est encore plus important, c'est le défi de l'industrialisation pharmaceutique, c'est le défi de la production. Bon sang, il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Regardez ce qu'on a. La charge mondiale de la mortalité, c'est en Afrique, 25%. La production des médicaments essentiels, que 3%. On importe pratiquement tout. Comment nos gouvernements vont faire? Il y a une forte pression financière sur ceux-là. L'harmonisation de la réglementation doit pouvoir permettre de régler ces problèmes-là. On doit pouvoir également développer l'industrie pharmaceutique avec une bonne harmonisation pharmaceutique. Et parce que c'est rentable, l'industrie pharmaceutique. J'ai vu la communication sur l'industrie pharmaceutique du Maroc à Abidjan, comme hier ici, et je suis fier, je suis content. Il y a de quoi tisser des liens, des partenariats pour se développer. Je suis content de ça. Oui, il y a du business, ça marche, ça rapporte. Donc, dès lors qu'on a organisé, ça peut rapporter. Et puis, on peut donner de l'emploi à nos jeunes. Voilà, les enjeux, il y en a beaucoup, on ne va pas tous les citer. Sur le plan juridique, maintenant, il y a aussi un enjeu sur le plan juridique. Les États qui n'ont pas de réglementation pharmaceutique, dès lors qu'on a une bonne harmonisation commune, mais il faut en bénéficier, ils vont combler les lacunes. Ce qui va leur permettre de mettre sur le marché également des médicaments de qualité et de mieux lutter contre les faux médicaments. En fait, tout ça, il faut redonner confiance aux patients. Il faut vraiment donner confiance aux patients. D'où la nécessité de disposer de mécanismes efficaces de surveillance du marché pharmaceutique. Donc l'harmonisation. Tout seul, on n'y peut pas. Alors sur le plan économique et commercial, oui, la libre circulation des produits pharmaceutiques entre les États est très important comme enjeu. Mais ça permet de répondre aux besoins du commerce. Et techniquement, ça permet d'uniformiser beaucoup de choses, l'innocuité, la qualité, etc. Donc il faut contribuer à l'amélioration du développement de l'économie de tous les pays grâce à l'harmonisation. Je dis bien contribuer au développement de l'économie de tous les pays grâce à l'harmonisation, sans exception. Alors, au final, l'enjeu principal de l'harmonisation des réglementations pharmaceutiques, c'est une protection efficiente de la santé des populations, et ceci pour une meilleure intégration et développement de nos économies. Une population active en bonne santé est un préalable au développement économique. Voilà, j'ai été très long sur les enjeux parce que c'était très important. Le reste, ça va être plus rapide parce que le professeur a déjà brossé toute cette partie-là. Alors, les obstacles aux dérives possibles de l'harmonisation. On parlait un peu de l'ICH. Oui, mais imaginez que l'ICH, les normes de l'ICH, ça a été établi par les 3 grandes puissances. Les 3 plus gros marchés, États-Unis, Japon, Europe. Et les normes qu'ils mettent, c'est pour la production de médicaments de marque. Et si des pays comme nous, on veut adopter cette harmonisation, ces règles-là, il va de soi qu'on ne va jamais pouvoir se développer. Ça devient trop coûteux pour nous. Seules les grandes boîtes peuvent mettre en œuvre ces nouvelles méthodes. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais prenez même ce qui s'est passé avec ce médicament qui a le Zolgensma. La seule injection coûte combien? 2,125 millions de dollars. Une seule injection pour soigner. Voilà, c'est la grosse dérive de la tentation de l'innovation et de ces règles-là. Donc, il y a un petit piège là-bas qu'il faut faire très attention. Oui aux règles ICH, mais attention. La production locale, c'est vraiment un des gros dangers pour la production locale, les règles ICH. Si on veut pas, il ne faut pas forcément chercher à rentrer là-dedans. C'est récemment qu'ils ont accepté même des génériqueurs en leur sein, mais qui n'ont pas le droit de vote. Alors, il y a des obstacles comme la non-applicabilité de la transposition des règles. Souvent, on prend des lois, mais ce n'est pas clair, ce n'est pas précis, donc on n'arrive pas à les appliquer. Et on ne sait pas pourquoi les États aussi souvent ne veulent pas le faire. Bon, il y a beaucoup de mauvaise volonté, il y a du protectionnisme quelque part, ils n'y croient pas trop. Tout ça, ce sont des freins pour la mise en œuvre de l'harmonisation. Il y a des obstacles fonctionnels, c'est ce que je disais tout à l'heure, les règles claires, pas une bonne volonté pour appliquer ces règles. Le continent africain, on a intérêt maintenant, là, je le dis,
de façon cohérente, appliquer une harmonisation avec des objectifs sanitaires et de développement économique bien définis. En somme, vous ne pouvez pas faire une réglementation pharmaceutique harmonisée sans tenir compte des objectifs sanitaires et économiques. Les trois doivent être liés. Voilà, quelques initiatives maintenant. C'est les dernières parties de mes slides. J'espère que je ne déborde pas. Ça va? Encore 4 minutes. Donc encore 8 minutes. Négociable. Alors, les objectifs, le professeur l'a dit, je ne vais pas revenir là-dessus. Pourquoi il faut harmoniser? Voilà, c'est pour tout ça. C'est vraiment garantir à l'ensemble de la population l'accessibilité, établir les normes, des meilleures normes, coordonner les actions de régulation, mutualiser les moyens et les mécanismes de régulation, développer des mécanismes de gestion de reconnaissance mutuelle, améliorer l'efficacité des outils de régulation, échanger les expériences et renforcer les capacités humaines. Sans ça, on ne peut pas avancer. Alors, pour y parvenir, comment on va parvenir à une harmonisation des réglementations pharmaceutiques? Remarquez bien, on dit toujours des réglementations, parce qu'on a autant de réglementations que de pays. Il faut tout harmoniser. Comment on peut y arriver? J'ai pris le cas du Népal, justement, que pour ça parlait tout à l'heure, le projet Amérage qu'on va aborder. En fait, il s'agit de concrétiser beaucoup de recommandations, beaucoup de directives qui sont venues de loin, l'OMS, l'Union africaine, pour ma zone, la CEDEAO, avec son organisation OAS, et l'UMOA, qui a été l'un des pionniers à vouloir harmoniser. C'est à juste titre que le professeur a pris ça comme exemple. Dans ces 8 pays, tout est harmonisé. L'homologation, tout est harmonisé. On a les guidelines. Alors, bon, il y a des historiques, d'où ça vient. Le projet Amérage, c'est depuis 2009, les directives de l'UMOA depuis 2013, jusqu'au dernier, qui est le traité de l'Union africaine de 2017, avec sa loi type. Alors, ce processus Amérage, d'harmonisation de la réglementation pharmaceutique en Afrique, est vraiment soutenu par tout le monde. Si vous regardez, je ne sais pas si mon pointeur... Non, je suis allé trop vite, non? Le pointeur où? C'est l'autre, il faut prendre celui-là. Alors, regardez, tous ces sigles-là, ce sont les sigles des régions de l'Afrique. Effectivement, le NEPAD, pour pouvoir atteindre son objectif d'harmonisation des réglementations pharmaceutiques, s'est focalisé sur les régions. De manière à ce que les régions se regroupent, vous comprenez entre vous. En fait, pourquoi les régions? Parce que, évidemment, les régions avaient au préalable des politiques d'intégration économique. Donc, ça marche. Basons-nous sur les intégrations économiques pour faire l'harmonisation pharmaceutique. Autrement dit, pour assainir le marché, autrement dit, pour avoir un marché commun. Donc, l'initiative est soutenue par tous. Et là, vous allez voir que le but, c'est de mettre en place un système efficace, le professeur l'a dit. J'ai encore montré toutes ces images des soutiens du FDA, de l'Union européenne, de l'USAID. Tout le monde nous soutient dans cette réforme-là. Alors, la vision de cette initiative d'harmonisation globale de l'Afrique, c'est un continent, une seule réglementation pharmaceutique harmonisée, une agence centrale du médicament. Alors, en réalité, on parle de 54 pays qui ont autant de réglementations que possible, autant de dérives et de défaillances. Il faut les regrouper en 5 régions. Vous voyez déjà, 5 régions, les 5 régions de l'Afrique. Effectivement, l'Afrique du Nord, j'ai eu du mal à trouver quelque chose pour l'Afrique du Nord. Ça m'étonne. Et je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris, avec toute l'efficience qu'il y a là, pourquoi on n'a pas réussi à prendre le leadership. Ça, la question doit se poser. Donc, j'ai regardé, mais c'est resté là tout noir. J'ai dit, bon, dis donc. Et l'objectif, finalement, c'est de réunir tout le monde pour avoir une seule réglementation, une agence. Voilà la vision globale schématisée. Et là, imaginez,
54 pays, 54 marchés, 5 régions, 5 marchés, un continent, un seul marché. On a fait la massification qu'on cherche. Sûr et certain que là, le business va être rentable. Alors, la vision de l'initiative aussi MRH, c'est d'harmoniser les pratiques pharmaceutiques, donc de l'homologation jusqu'à la production pharmaceutique. En fait, les fonctions, les missions de régulation, il faut tout harmoniser. Alors, particulièrement, il y a une autre vision que nous, c'est une expérience ivoirienne qui est ici, qui a été partagée dans la sous-région, notamment au Burkina, au Bénin, etc. Cette vision de l'harmonisation, c'était une vision triptyque. Réussir à mettre tout ce qui est réglementation, on va faire un peu de sémantique, hein, tout ce qui est réglementation à côté, tout ce qui est régulation réelle à côté, et tout ce qui est fonction, mission d'approvisionnement à côté. Et les trois là, ça fait un joli orange, blanc, vert qui doit pouvoir cohabiter. C'est également une harmonisation pour que le système pharmaceutique puisse marcher. Et on l'a appliqué dans certains, ça commence à marcher. Alors, les facteurs de succès, pour que ce processus d'harmonisation marche, il y a plein de conditions, dont une seule que je vais citer. Il faut enfin appliquer ce qu'on a adopté. C'est tout. C'est tout. On prend de beaux textes, mais on n'applique jamais. Donc, c'est le seul facteur de succès. Il faut appliquer. Alors, il y a d'autres initiatives, rapidement. Il y a le projet PARA qui est en train de se finaliser et qui va rentrer en vigueur en 2020. Et là, j'invite tous les DPM qui sont de la sous-région à pouvoir faire intégrer. On va essayer de pousser ces DPM-là à de l'autonomisation et à contribuer au renforcement de la réglementation pharmaceutique. C'est un projet qui avance très bien. On a les 3/4 des financements. On attend encore d'autres partenaires pour les mettre là-dedans. Alors, on a fait un peu de chauvinisme. Puisque les pays francophones sont un peu en retard, on s'est focalisé que sur les pays francophones pour les pousser un peu à avancer. Il y a des projets de loi contre les MKIF, les médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Vous avez vu les centrales d'achat, ils sont beaucoup avancés, ils sont en train d'harmoniser leurs pratiques d'achat, les achats groupés. Ce sont des processus d'harmonisation très intéressants. Toujours la massification qui va être rentable. Il y a le plan de mise en niveau des unités de production en Afrique et ça donne des super résultats. On a une cartographie pour l'Afrique de l'Ouest, je sais. Toutes les usines de fabrication de l'Afrique de l'Ouest, on a une cartographie, on les a classées en A, en zone A, B, C. A, c'est la meilleure zone, moins de risques. B, c'est intermédiaire. C, c'est pas bon. Et on va leur donner un temps pour que les C passent au B et les B passent au A. Et quand tu es au A, tu dois rester, hein? Tu n'as pas le droit de descendre. On me dit que c'est l'heure. Alors, 5 actions. Alors, pour ce faire, il y a surtout, je vais terminer ma communication sur un autre processus d'harmonisation qui a eu lieu à Abidjan. C'est ce qu'on a appelé la déclaration relative à l'industrialisation pharmaceutique de l'Afrique en pôle d'excellence. En pôle d'excellence. Pourquoi se concurrencer? C'est dit. Pourquoi? Ça n'a aucun sens. On doit plutôt mutualiser nos efforts. Donc pour cela, il y a 5 actions concrètes. La première, c'est la mise en place d'un conseil stratégique régional doté d'un secrétariat exécutif qui va tout exécuter avec plein pouvoir. Donc tout ce qui est stratégique, ils vont le faire. Deuxièmement, il faut créer une plateforme collaborative à vocation régionale qui va réunir tout le monde, les industriels, les professionnels, les experts, tout le monde. Et surtout, un fonds régional d'investissement pour des projets non concurrentiels. Pourquoi le coton du Mali ou du Burkina qu'on peut prendre pour faire des dispositifs médicaux, pourquoi on ne mettrait pas une grosse unité pour produire pour toute la zone ouest africaine, par exemple? Il y a de l'EVA au Libéria en Côte d'Ivoire. Pourquoi on ne prendrait pas ça pour faire des dispositifs médicaux? Pourquoi on va se concurrencer? Voilà l'objectif de ce plan d'Abidjan. Et on va développer une stratégie orientée vers justement les pôles d'excellence
dans tous les domaines du domaine pharmaceutique et on va créer un climat d'affaires propice au développement que du partenariat public-privé. Voilà ce que je voulais dire sur cette partie en disant que pour moi, l'harmonisation, ça va engendrer une massification de la demande et donc une attractivité en termes d'investissement. Et donc, c'est une clé fondamentale pour le développement de l'industrie pharmaceutique du continent. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Ouattara. Vraiment, deux présentations très complémentaires, faites par deux professeurs, tous les deux passionnés. On le sent, pas seulement responsables, mais passionnés. Je remercie professeur Ouattara. C'est vrai que il m'avait invité en février à Abidjan. J'avais partagé l'expérience de fabrication locale marocaine. Et à la fin, il y avait des recommandations. Et il a été dire à monsieur le ministre, on a bien travaillé, on a délivré, maintenant, il n'y a qu'à. Il faut faire maintenant. C'est pour ça que quand il disait appliquer, c'est effectivement, c'est un peu le problème de nos pays. On a les idées, on a la matière grise, on réfléchit, on débat, on propose, mais malheureusement, souvent, politiquement, ça ne suit pas en tout cas avec la vitesse qu'on aimerait. Donc, je le remercie pour cette brillante intervention. Maintenant, on va avoir 5 minutes d'intervention pour les panélistes, juste pour partager leur expérience avant d'ouvrir le débat à la salle. Et je donne la parole donc à notre ami du Congo-Brazzaville pour, en 5 minutes, il nous explique un peu comment ce sujet est apprécié au niveau de la réglementation, au niveau de leur pays. Et puis voilà, après, on passera en Mauritanie avant de donner la parole à M. Reda Ammar. Vous voulez présenter? Ok, vous avez 5 minutes, donc. Ok. Bon, comme il m'a été demandé de présenter en 5 minutes l'expérience du Congo-Brazzaville, je vais m'y atteler et puis ça ne sera pas trop long, mais peut-être un peu plus concret. Du haut de cette tribune, je salue les organisateurs, je salue la naissance, l'association des directeurs de la pharmacie et du médicament, et je salue notre président nouvellement élu. Et je pourrais dire pour nos amis du Maroc, en 15 ans de participation un peu assidue à nos forats, et je peux dire que celle-ci, à mon humble avis, pour moi, est l'une des plus élaborées. Donc, nous devons applaudir nos amis du Maroc. Alors, il nous a été demandé, donc, je le disais tantôt, de parler de la politique, plutôt de l'harmonisation au niveau de notre pays, le Congo-Brazzaville. Les définitions ont été données par mes brillants prédécesseurs. Et je dirais qu'au niveau du Congo-Brazzaville, c'est en juin 2006 qu'un constat très amer a été fait dans l'exercice de notre profession. On a constaté beaucoup de défaillances. Il fallait bien que les pays de la CEMAC puissent s'unir afin de harmoniser les politiques pharmaceutiques. Et cela a été fait quelques années plus tard. L'harmonisation a été adoptée et effective. Le constat est fait que l'exercice se faisait de façon institutionnelle. Chaque pays avait ses principes, il fallait donc harmoniser parce que les enjeux sont les mêmes, les problèmes qui se posent à tous les pays sont également les mêmes. Ici, donc, il fallait très vite voir le problème des enregistrements, le problème des autorisations de mise sur le marché, le problème de la pharmacovigilance, le problème aussi des laboratoires de contrôle de qualité. Au niveau de donc, la sous-région, la première évaluation venait de se faire en avril 2019 au Gabon. Alors, il ressort de cette évaluation que nous n'appliquons pas assez ce que nous avons adopté et nous devrons le corriger, comme venait de le dire le professeur Ouattara, qu'un seul mot demeure clé, c'est appliquer, appliquer, appliquer. Je le reprends. Merci pour l'expression. Donc, au niveau de la sous-région, nous avons également constaté que nous criminalisons très peu
les délinquants, tous ceux qui se livrent au marché illicite, d'où nous sommes en train d'adopter le référentiel des infractions et sanctions liées à l'exercice illégal de la pharmacie au niveau de la sous-région. C'est l'une des mesures phares que nos ministres vont adopter au mois de septembre. En 2016, en juin 2016, les ministres de la Santé de la sous-région avaient adopté un plan, toujours dans le cadre de l'harmonisation, un plan d'action de lutte contre le marché illicite. Et les recommandations ont été faites, elles sont 16, je ne peux les citer vu le temps, mais néanmoins, il a été demandé de renforcer les inspections pharmaceutiques, qui sont pour l'instant l'une des parties molles de cette harmonisation. Donc, les inspections des pharmacies manquent de ressources humaines et aussi la logistique. L'accessibilité de nos populations aux médicaments fiables de qualité est le credo de tous les États de la sous-région. D'où l'intérêt d'appliquer cette harmonisation, je l'ai dit tantôt, la revisiter et la renforcer. Aujourd'hui, avec la création de l'Agence africaine de médicaments, il est impérieux pour nous, Africains, de pouvoir faire de telle sorte que nous harmonisions toutes nos politiques. Ainsi fait, je crois que nous pouvons en ce moment-là envisager la promotion de l'industrie pharmaceutique africaine. Il nous faut sortir donc du protectionnisme BA si nous voulons vraiment réussir à donner aux populations du Sud le médicament fabriqué au Sud. Nous avons coutume de dire avec mon ancien président de l'IS Pharma, le docteur Amozou, dont je regrette l'absence, que pour les malades africains, le médicament est au nord, les malades sont au sud. Mais il nous faut donc renverser cette tendance en donnant, ou bien en invitant les Marocains, les Algériens et bien d'autres qui ont une expérience assez pointue de venir envahir l'Afrique, sinon de venir faire un transfert de technologie en Afrique pour que l'industrie locale africaine puisse avoir un boom particulier. Alors, chers conférenciers ou chers séminaristes, 5 minutes c'est peu, mais je veux tout simplement dire une expression de chez moi. On a coutume de dire que le nageur sort toujours du côté où il a laissé l'eau. Alors nous sommes ici au Maroc, c'est les pays voisins, pays africains, c'est pour chercher l'eau qui nous manque, c'est-à-dire le médicament fiable qui nous manque. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Okuya. C'était très clair et bien synthétique. Et le proverbe aussi. Très bien. Sans plus tarder, je donne la parole au Dr Fadel pour 5 minutes pour qu'il nous parle un peu de l'expérience mauritanienne. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Donc, parler de l'expérience dans nos pays, en fait, les mêmes problèmes se retrouvent un peu partout. En Afrique, ce sont des problèmes génériques, mais ils se posent avec beaucoup plus d'acuité chez certains pays. Et nous avons, pour ce qui est de l'harmonisation, en fait, nous aspirons tous à ce qu'il y ait des textes harmonisés. Cela nous permettra de pouvoir parler le même langage. Et cela aussi pourra nous mettre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président, c'est s'associer et mutualiser les moyens pour que l'on puisse répondre aux besoins de nos populations. Je m'explique. Là, quand on harmonise les textes, quant à l'application de ces textes, il y a de grandes disparités entre les pays. Et il faudrait qu'il y ait un nivellement par le bas pour que tout le monde soit remis. Il y a un gap très très important. Il faudrait que l'on déjà s'y mette afin de combler ce gap. Et entre-temps, l'on pourra, ceci sans chauvinisme aucun, et ce n'est pas un problème de souveraineté, on pourra confier à certains pays
Quand par exemple nous prenons certains pays du Maghreb, où certains d'entre eux ont déjà eu leur première unité de fabrication en 1920 et qui sont aujourd'hui à 54 laboratoires d'unités de fabrication des médicaments, on ne peut pas les comparer à des pays qui n'ont pas jusqu'à ce jour la moindre unité de fabrication des médicaments. Donc ils ont une très forte expérience dans le domaine et il faudrait que l'on s'enrichisse de ce type de pays. Je cite le Maroc, il y a aussi l'Algérie, la Tunisie, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Nigeria, il y a certains d'autres pays qui sont en train de sortir un peu de l'ornière. Et je sais que nous gagnerons tous à ce que les dossiers, parce que l'aboutissement de tout ceci, c'est peut-être d'avoir une AMM, l'autorisation de mise sur le marché, qu'elle soit communautaire. Si par exemple nous n'avons pas la possibilité de traiter les dossiers dans biosimilaire, et si ce même dossier est traité au Maroc, l'on doit se contenter de cette étude, parce qu'ils ont la possibilité de pouvoir le faire. C'est en réalité ça, ce que moi j'appelle l'harmonisation. L'harmonisation, si un pays excelle dans un domaine dominé, il faudrait que tous les 50 autres pays puissent en tirer profit. Parce qu'on ne peut pas être au même niveau, comme je l'ai dit tantôt, que certains pays, depuis bien un siècle, sont déjà dans l'industrie pharmaceutique. Et pas plus tard qu'hier, on nous a invités pour l'anniversaire d'un laboratoire, pour le 70e anniversaire d'un laboratoire, ici au Maroc. Donc ceci veut dire que cette expérience acquise durant tout un siècle, on ne peut pas la balayer du revers de la main. On doit la mettre en valeur et en profiter. Et si d'aventure, parce que ces laboratoires étrangers qui ne travaillent pas correctement, essaient toujours d'aller voir les pays où la réglementation est faible, où ils n'ont pas les moyens de pouvoir contrôler les médicaments. Et ce sont ces laboratoires qui sont la cible privilégiée pour ces laboratoires qui ne sont pas corrects. Et si d'aventure nous savons que toute importation des médicaments devrait passer par un contrôle de la qualité des médicaments, ou quand même le dossier soit traité dans une autorité de régulation qui a les moyens de pouvoir le faire d'une façon correcte, ce sera déjà un élément de dissuasion pour les autres laboratoires. Et là aussi, je tiens quand même à préciser un point, c'est que la coopération sud-sud, comme l'a dit quelqu'un, il faudrait qu'elle soit traduite par un fait, c'est que les médicaments qui peuvent être produits au niveau de l'Afrique doivent être passés en premier lieu, parce que si les normes, surtout pour certains pays qui ont des normes qui sont déjà classées pratiquement des normes européennes, là il faudrait que l'on puisse bénéficier de ces médicaments de bonne qualité, et surtout parce que la raison de notre existence, c'est, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, c'est l'amélioration de l'accessibilité des médicaments à nos populations. Il faudrait que ces médicaments aussi soient de bonne qualité. Si on les trouve, on ne doit pas aller de l'autre côté, un peu plus au nord, pour avoir les mêmes médicaments, mais avec des prix qui sont exorbitants. Donc ça, ce sont, à mon sens, les premiers points de l'harmonisation que l'on doit s'y atteler et qui sont à notre portée. Et c'est par la suite que l'on pourra, éventuellement, chaque pays pourra, de façon concomitante, essayer d'améliorer là où il a encore des failles. Et il doit s'enrichir de l'expérience des autres. Il n'y a pas de complexe à ce que l'on fasse, à ce que cela soit fait. Et c'est le message que je voulais dire, que je voulais transmettre. Sinon, l'Afrique va demeurer, même dans un siècle, avec les disparités qu'il y a, il va toujours y avoir des retards. Parce que si 54 pays, chacun d'eux évolue à part, c'est que ça ne va pas. Et effectivement,
Effectivement, ce sera au détriment de nos populations qui seront sujettes à des médicaments de qualité douteuse, voire de faux médicaments. Et là, tout à l'heure, je ne sais pas, c'est peut-être une erreur, j'ai vu que dans la présentation du professeur, le directeur des médicaments de la Côte d'Ivoire, que l'OMS dit que les faux médicaments tuent chaque année 70 personnes. Moi, je pense que les chiffres sont... Il a dû oublier 2, 0 ou 3. Ça doit être beaucoup plus. Ça doit être, c'est peut-être une petite erreur des chiffres. Je vous remercie. Merci, docteur Fadel, au nom de la direction des médicaments de la Mauritanie. Donc, je pense maintenant, on a eu l'avis des spécialistes, des experts, des techniciens du médicament et de la pharmacie. Maroc, Côte d'Ivoire, Congo-Brazzaville et Mauritanie. Le comité scientifique a jugé très intéressant d'avoir aussi l'avis d'un juriste de spécialiste. C'est la raison pour laquelle je donne la parole à M. Reda Ammar, qui nous a honorés par sa présence, qui est directeur des professions réglementées et des ordres professionnels en tant que juriste. Pour nous, au Maroc, le secrétaire général du gouvernement, c'est notre tutelle quant au texte de loi. C'est le ministère qui participe à toutes les réformes et aux juridictions, donc qui implémente les réglementations et qui fait en sorte qu'elles soient adaptées à ce que souhaitent les spécialistes et les experts et les techniciens, qui nous dira comment cette harmonisation peut être construite et perçue, par exemple au Maroc, mais éventuellement dans d'autres pays. La parole est à vous, M. Ammar. Merci, Monsieur le Président. Honorable assistance, je tiens tout d'abord à remercier le comité organisateur de ce forum, d'abord pour l'invitation qu'il a bien voulu nous accorder et également pour la qualité de l'organisation et des différentes interventions. Tout d'abord, je voudrais dire un petit mot sur le secrétariat général du gouvernement, c'est de la propagande. Le secrétariat général du gouvernement au Maroc, il se trouve à la croisée des chemins entre des différents pouvoirs législatifs et le pouvoir exécutif. Donc, il coordonne le travail gouvernemental en matière législative et réglementaire. Il veille à la conformité des différentes lois, d'abord à la constitution du royaume, mais également aux différentes conventions signées et ratifiées par le royaume du Maroc avec les différents partenaires au niveau mondial et au niveau régional. La relation qui lie le secrétariat général du gouvernement professionnel est très ancrée dans l'histoire, parce qu'en outre de ses prérogatives, le secrétaire général du gouvernement dispose d'une direction dédiée aux professions réglementées. Il se charge de l'organisation de ces professions, de l'encadrement juridique des instances ordinales et également la délivrance de quelques autorisations pour l'exercice de ces professions. Ceci étant dit, nous allons revenir à notre sujet qui est l'harmonisation. Mes prédécesseurs ont été tous d'accord sur le fait que l'harmonisation est très importante, qu'elle a un apport très louable pour l'industrie pharmaceutique. Moi, de mon côté, je vais essayer d'habiller cette harmonisation d'une manière juridique. C'est-à-dire, c'est bien d'harmoniser, mais comment harmoniser ? Donc, dès d'abord, il faut préciser que l'évolution de l'économie mondiale contemporaine a fait que le concept d'harmonisation a connu une évolution très importante. Donc, le concept de mondialisation, avec tout ce qui s'ensuit en matière de libéralisation des échanges, il mène vers une sorte de partage des influences et des marchés. Donc, à cet effet, on peut noter que l'une des principales conditions de l'efficacité et de la compétitivité des grands espaces économiques est la cohérence juridique. L'Union européenne est à ce titre l'exemple le plus achevé. Donc, ils sont arrivés à harmoniser pratiquement tous les aspects de la vie économique. Donc, l'harmonisation des lois, elle peut être définie comme un phénomène d'intégration juridique
qui implique le transfert des compétences étatiques de 2 ou plusieurs États à une organisation, l'exemple de l'agence, à une organisation internationale dotée de pouvoirs de décision et de compétences supranationales ou supra-étatiques, en vue de réaliser un ensemble juridique unique et cohérent dans lequel les législations particulières s'insèrent pour atteindre les objectifs que les États membres se sont assignés. Donc cette harmonisation, elle peut être plus ou moins douce, de manière progressive, ou brutale, voire radicale. En effet, elle peut se limiter aux principes. Généralement, c'est les harmonisations qu'on trouve un peu partout. Elle peut s'étendre aux règles et, dans le cas extrême, elle peut toucher aux détails d'application. Donc, pour réaliser cette harmonisation, qui nécessite sans aucun doute une volonté politique de la part des pouvoirs publics de chacun des États membres, en sus de l'engagement, bien sûr, des professionnels concernés, les États ont la liberté de choisir entre la technique de la Convention et celle de la loi modèle. Dans ce cadre, on peut distinguer entre 2 sortes d'harmonisation. L'harmonisation stricto sensu et l'uniformisation. L'harmonisation stricto sensu consiste à rapprocher les règles de droit d'origine différentes pour les mettre en cohérence entre elles, en réduisant ou supprimant leurs différences et leurs contradictions, de manière à atteindre des résultats compatibles entre eux et avec des objectifs communautaires recherchés. L'uniformisation, quant à elle, elle est appelée également unification, consiste à instituer dans une matière juridique donnée une réglementation unique, identique, en tout point pour tous les États membres, dans laquelle il n'y a pas de place en prime pour des différences. C'est-à-dire c'est la disparition des lois particulières, des lois individuelles de chaque État, et c'est une seule loi pour l'ensemble de la région. En conclusion, on peut dire qu'en dépit de leur objectif commun de rapprochement juridique, ces moyens n'ont pas les mêmes chances de succès. Si l'harmonisation peut être facilement adoptée, il n'en va pas de même de l'uniformisation, qui aujourd'hui est davantage viable qu'en matière commerciale. La mise en place de cette harmonisation peut emprunter plusieurs voies, dont le choix est généralement laissé aux politiques et dépendra des paramètres qui habituellement influent sur la plupart des organisations internationales. Quand bien même le contenu et la forme d'un corpus juridique commun permettraient à priori d'identifier le moyen d'intégration juridique retenu, le cours de sa mise en œuvre peut le dévier considérablement de sa trajectoire initiale. Il semblerait donc qu'il soit judicieux de déterminer et de qualifier un moyen d'harmonisation juridique en se situant non pas seulement en amont de l'opération, donc ce qu'on peut appeler l'intention politique, ou encore moins en se contentant du texte qui en découle, donc c'est l'intention législative, mais plutôt en analysant en aval le résultat de l'interprétation arbitrale ou judiciaire donnée au contenu de ce texte. Donc c'est la pratique juridique. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Reda Ammar, pour cet éclairage qui est pertinent et qui pour nous est très intéressant, parce que c'est clair que sans cette compréhension, on ne pourra pas beaucoup avancer, et cet éclairage nous permet même, quand on fait des ateliers, quand on travaille sur ces sujets-là, d'intégrer ces dimensions
justement, qui sont pratiques et on ne vous félicitera jamais assez au niveau du SGG et de l'ambiance dans laquelle on travaille avec vous, au moins nous, Conseil de l'Ordre, et on est très satisfait de la richesse des échanges et de la transparence dans laquelle on collabore. Sans plus tarder, on va ouvrir quelques questions à la salle, sans trop poser des questions très courtes, s'il vous plaît. On prendra 3 ou 4 parce qu'il y a une autre session, il ne faut pas que non plus on déborde. On a commencé avec un peu de retard. Donc il y a une question ici, mais d'abord je désignerai 3 personnes qui poseront des questions et après 2 secondes, juste le temps d'identifier 2 autres questions. Donc il y a une ici, Monsieur Prosper, et une au fond. Voilà, on a 3 questions déjà. On fait ces 3 questions en fonction du temps qu'on met pour pas qu'on dérive sur la session suivante. C'est à vous, monsieur. D'abord, présentez-vous et posez votre question. Bonjour. Mohamed Ben Ammar, professeur de pharmacologie et toxicologie à l'Université de Montréal. Je remercie les conférenciers, les modérateurs pour leur intervention. On a beaucoup parlé d'harmonisation. Je pense que c'est le terme exact, mais il faut surtout, dans toute l'Afrique, harmoniser la pratique de la pharmacie en valorisant le rôle du pharmacien. Et je prendrai pour exemple le Québec, où je réside depuis 40 ans. Au Québec, l'acte pharmaceutique est payé. Dans toutes les officines du Québec, il y a un site spécifique qui est réservé à une communication confidentielle entre le pharmacien et le patient pour lui donner tous les conseils, les recommandations, l'usage du médicament, les interactions médicamenteuses, etc. C'est ça qui valorise la profession de pharmacien. Quand je viens dans mon pays d'origine, le Maroc, je suis triste de voir que souvent le pharmacien n'est pas là. Alors on nous prend un peu pour les épiciers du médicament parce qu'ils ne sont pas motivés. Le docteur Guédira nous a parlé hier comment tous les mois les pharmacies au Maroc font faillite et ferment parce qu'on n'a pas les moyens. Je suis fils de militaire et je constate que le budget de la santé au Maroc, et certainement dans beaucoup de pays d'Afrique, comme celui d'éducation, il est dérisoire par rapport au budget de l'armée. C'est inconcevable. Bien sûr qu'il faut baisser le prix du médicament, mais il faut qu'il y ait des compensations. Et vous avez parlé de recommandations. La formation continue, à mon humble avis, est nécessaire, elle est obligatoire. C'est très clair. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, mais comme l'a dit le professeur, ce n'est pas les paroles, c'est les actes. Ce n'est pas la création de comités, c'est des actions. La réalité est connue, il faut bouger. Je suis content d'avoir un pharmacien au ministère de la Santé. Merci. Merci, professeur Benamal. Juste une précision, c'est vrai que c'est une session organisée par le Conseil de l'Ordre de l'industrie de la répartition et elle était ciblée, et vous avez vu les présentations, sur l'harmonisation, sur la partie industrielle et réglementaire des AMM, des enregistrements, de la reconnaissance mutuelle, des inspections et tout ça. L'acte pharmaceutique à l'officine, ce n'était pas le sujet, personne ne l'a abordé, même si c'est un sujet très important d'avoir effectivement un acte reproductible dans chaque officine à laquelle on rentre. Oui. Monsieur Prosper. Oui, alors moi je voudrais, comme tout le monde ici, féliciter les... Présentez-vous quand même pour ceux qui vous connaissent pas. D'accord, je suis Prosper Yag, je suis pharmacien, président de l'Ordre des pharmaciens du Cameroun et président de l'African Pharmaceutical Forum, de la Fédération internationale pharmaceutique. Alors, je n'ai pas vu, pour aller droit au but, je n'ai pas vu un plan de développement de ressources humaines à côté de tous ces projets d'harmonisation. Parce que sans hommes, on ne fait rien. Aujourd'hui, pour avoir un pharmacien industriel dans nos pays au sud du Sahara, il faut se lever tôt. Pour avoir une bonne inspection, et je peux vous parler parce que comme industriel, je vois ça tous les jours, un inspecteur qui arrive pour inspecter une industrie ne connaît rien de ce que c'est qu'une industrie. Il ne sait rien, parce qu'il n'a pas été préparé, parce qu'il n'a pas été formé. Alors, je souhaite qu'on réfléchisse à cela, à ce plan de développement des ressources humaines dans le secteur pharmaceutique et surtout le secteur pharmaceutique industriel, et qu'on imagine peut-être, et ça je l'avais proposé à Alger, un institut de pharmacie industrielle dans un de vos pays ici, le jour où vous entendrez
pour accompagner le processus qui se déroule au sud du Sahara. Je vous remercie. Merci, Dr Prosper. C'est une intervention vraiment pertinente et nos amis vont certainement répondre. Il reste une troisième question au fond. Monsieur Chaouri, à qui je demande de se présenter. À part que ce soit l'homme au chapeau. Bonjour. Pardon. Bonjour tout le monde, Chaouri. Je suis le président du syndicat des pharmaciens de Mohammedia. Juste deux petites questions. Est-ce que devant la disparité et les conflits régionaux africains et la disparité politique, et tout ce qui en résulte après cette disparité politique, les ministères de la Santé qui ne fonctionnent pas de la même manière, les politiques de médicaments qui ne fonctionnent pas de la même manière, j'ai du mal, et je compte sur vous, j'ai espoir de compter sur vous, j'ai du mal à voir une normalisation, une harmonisation et une normalisation efficiente de la politique du médicament au niveau africain. Les conflits régionaux et tout le reste. Merci beaucoup. Pareil, la question est très claire. Donc, je donne la parole au professeur Taoufik pour commencer à répondre. Oui, j'aimerais dire aux deux premiers confrères qui sont intervenus que leurs remarques sont très pertinentes, mais en parallèle, il y a une session des doyens qui est en train de se pencher sur l'harmonisation de l'enseignement de pharmacie et donc harmoniser un petit peu les pratiques. Bon, pour donner l'exemple du Maroc sur l'industrie, nous avons un résidanat d'industrie donc, qui forme en 4 ans les pharmaciens à l'industrie sur 4 ans, donc il y a la moitié en stage d'immersion dans l'industrie justement. Donc c'est des choses qui sont traitées par ailleurs parce que bon, on est obligé de cloisonner, j'allais dire, parce que nous parlons aujourd'hui harmonisation des textes industriels. Donc on ne parle pas des ressources humaines, mais il faut en parler parce qu'un pharmacien, justement, notre richesse, c'est notre polyvalence. Un pharmacien peut tout faire, normalement. Chaouri, ta question est très intéressante parce que, justement, et ça me permet de répondre à une des interrogations de mon ami Ouattara de tout à l'heure, l'UMA est en panne. L'UMA qui a été fondée à Marrakech, l'Union du Maghreb arabe, est en panne politiquement. C'est pour ça que nous sommes absents au point de vue africain, au niveau de cette AMRH, donc au niveau de l'harmonisation africaine, alors que potentiellement nos pays ont une certaine avance sur d'autres régions du continent. L'espoir, il vient du fait que nous sommes pharmaciens. Et l'objectif d'un pharmacien est toujours le même, quelle que soit la politique de son pays, c'est de protéger la santé des citoyens. Et donc avec ces objectifs communs, nous pouvons transcender les problèmes politiques et les divergences politiques. Et je pense que le fait que nous soyons ici ensemble, venant d'horizons divers, venant de pays différents, venant de pays parfois qui se tournent un petit peu le dos, même quand ils sont voisins, et que nous arrivons à dialoguer, que nous arrivons à nous entendre, est une preuve de ce que j'avance. Donc laissons faire les gens de la base. Les politiques ont leur monde dans lequel ils évoluent. Nous avons notre monde qui est réel, qui est concret, qui est là. Et je pense que c'est ça l'espoir. C'est appliquer ce pour lequel on a été formé. Protéger la santé de nos concitoyens. Merci. Également, je voudrais ajouter un mot sur cette problématique de est-ce qu'on va arriver à l'harmonisation. Mais bien sûr qu'on va y arriver. On n'a pas d'autre choix. C'est ce que je viens de dire. Hein. Lorsque vous voyez les enjeux, on n'a pas d'autre choix que d'y arriver. De façon pratique, je viens de l'Afrique de l'Ouest et l'organisation ouest-africaine de la santé, l'OAS, pilote ce projet. Voilà comment l'OAS a fait. L'OAS a mis en place des groupes techniques thématiques sur toutes les missions et fonctions de régulation. Ils ont rédigé toutes les directives, les guidelines, les procédures. Tout a été fait. Au-dessus de ces groupes, il y a un comité de pilotage composé par les directeurs de tous les DPM de la zone CEDEAO, les 15 pays, qui vont, là, on essaie de se réunir d'ici la fin de ce mois à Ouagadougou pour valider les derniers textes. On a à ce stade
Tout a été harmonisé, les guides, tout est déjà en place. Et la perspective, c'est la validation pour que ce soit transformé en règlement. Vous voyez, lorsque c'est des règlements, c'est comme si c'est des lois qui s'imposent à tous les États. Si on y croit, on n'a pas d'autre choix que d'avancer à ça. Maintenant, concernant, oui, le président de l'Ordre du Cameroun, les ressources humaines, c'est vrai que ce n'est pas ici, mais j'ai terminé ma communication sur une forme d'harmonisation industrielle, la déclaration d'Abidjan, qui disait qu'il faut développer des pôles d'excellence. Ces pôles d'excellence-là, y compris les ressources humaines. Je sais par exemple qu'au Maroc, il y a une expertise dans ce domaine-là. Pourquoi on ne choisirait pas le Maroc comme ce centre d'excellence dans ce domaine? Comme ça, toutes les ressources nécessaires pour développer ce centre et pour que tout le monde vienne se former dans ce domaine, c'est là. Ailleurs, on choisira autre chose. C'est ça l'idée des pôles d'excellence. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci, professeur Ouattara. Je ne sais pas si nos amis du Congo-Brazzaville, de Mauritanie, veulent apporter un commentaire ou on peut... Ok, très bien. Juste pour, parce que pour respecter le temps pour la session qui suit, et avant de donner la parole à mon ami le docteur Ouad pour conclure, monsieur le président du Conseil national de l'Ordre du Mali, juste je vous informe que les recommandations, on a pris toutes les notes. Il y aura des recommandations à la fin de cette journée qui seront lues par madame la présidente du Conseil de l'Ordre des pharmaciens, fabricants, répartiteurs, donc, et que vous allez recevoir aussi, qui seront publiées sur le site du FPI par rapport à tout ce qu'on a échangé ici. Je donne la parole donc à mon ami le docteur Ouad. Merci bien, cher ami, cher frère Rachid. Pour dire que nous allons conclure, mais avant de conclure, nous voyons aujourd'hui la difficulté d'harmoniser. Je prends l'exemple simple de l'UMOA où les ordres de santé étaient invités pour parler des directives sur la libre circulation des professionnels, établissements de professionnels dans l'espace UMOA. Une directive qui a été prise en 2005. Mais sur 8 pays, seuls 2 ont transposé les directives dans leur pays. En combien d'années? À 14 ans. Vous voyez toute la difficulté même si au niveau international, au niveau sous-régional, on est d'accord, mais la transposition au niveau national pose problème pour son applicabilité dans ces pays. Donc, c'était difficile, mais il faut que nous arrivions. Et je pense que les espaces de ce genre sont conçus pour voir dans quelle mesure nous, professionnels, pouvons accompagner les politiques pour l'adoption et pour aller à l'harmonisation. Et l'harmonisation, elle pourra se faire que lorsqu'il y a plus d'intégration entre nos peuples, entre nos professionnels, entre nos acteurs. Je pense que ceci poussera les politiques à prendre des mesures fortes dans le sens de l'harmonisation de nos textes. Je pense qu'au cours de nos différentes rencontres, c'est le lieu de prendre des décisions, mais c'est le lieu aussi de voir comment on peut les appliquer. Voilà. Il y a beaucoup de décisions qui sont prises pendant des années, mais force est de connaître qu'aujourd'hui, on ne peut pas évaluer quel est le niveau d'applicabilité de ces recommandations. Une chose est de prendre des recommandations, mais l'autre chose est de s'assurer que vraiment elles vont servir à quelque chose. Donc il faut se donner les moyens de pouvoir les faire appliquer. Je dis, nous serons forts ensemble. Personne n'est jamais fort seul. Un problème dans notre pays peut avoir une intégration dans d'autres pays. Donc l'intégration, elle n'est pas seulement au niveau de notre profession, mais au niveau de tous les secteurs d'activité, que ce soit. Donc j'invite tous ceux qui sont là à user de leurs moyens, de leur force, pour que cette harmonisation, malgré les difficultés, puisse connaître un grand succès très prochainement. Sur ce, je remercie les conférenciers et tous ceux qui ont donné leur temps pour participer à ces échanges, pour que la qualité y soit. Je vous remercie en espérant que nos recommandations seront bien tenues, seront tenues en compte par les autorités politiques, et je vous souhaite de finir un bon forum, passer un excellent séjour. Merci à vous tous.